المداخلة الفرنساوية العربية. بعض الإشارات وبعض تقاسم معكم بعض الأفكار على شكل تساؤلات، لأن الهدف هو أننا نفكروا. هذا مناخ ديال التفكير وهنا في الجامعة. السؤال الأول والهدف ديالي أنا هو أنا السؤال ديالي اللي كنشوف في القاعة كنقول شكون هما الناس اللي حاضرين هنايا اللي كانوا من جيل ديال الاتحاد الوطني طلبة المغرب، وشكون اللي ما عمره ما عرف الاتحاد الوطني طلبة المغرب. علاش؟ لأن النواة الأولى التربية السياسية تشكلت تما. راه مجموعة من الناس هنايا حاضرين كنعرفهم أنا كلهم كانوا في الاتحاد الوطني وتكونوا سياسيين تما، عاد بعد كل واحد على المسار ديالو والاتجاه ديالو، ولكن واليوم الجيل ديال اليوم ما بقاش هاد النقابه، الدور النقابي اللي كان دور نقابي، وفي نفس الوقت دور ديال التوعيه على الرهانات السياسيه الموجوده في البلاد. فبالتالي هذا سؤال، وهذا سؤال مهم جدا بالنسبه للاجيال، وانا هذو الاجيال اللي كيهموني، الاجيال ديال الطلبه، مع تساؤل قوي. La question de l'identification. Comment on peut être un jeune aujourd'hui, étudiant, et s'identifier, se retrouver politiquement dans le champ politique marocain? On a besoin de clés. On a besoin de clés pour se retrouver. Est-ce qu'on est plutôt à droite, plutôt à gauche? Si on est à droite, est-ce qu'on est plutôt droite conservatrice, plutôt libérale? Si on est à gauche, est-ce qu'on est plutôt révolutionnaire, plutôt réformiste? Toutes ces clés, qui sont des clés universelles, qui ne s'appliquent pas forcément au Maroc, mais qui trouvent au Maroc un écho, historiquement, jusqu'à aujourd'hui. C'est très important d'avoir ces clés. C'est d'autant plus important d'avoir des clés, donc une grille de lecture, qu'on est dans un espèce de bazar où tout le monde parle de tout aujourd'hui et qu'il y a une confusion généralisée. Donc quand il y a confusion généralisée dans les slogans, eh bien, il faut interroger l'histoire et les trajectoires. Elles parlent plus que les paroles. Elles sont plus parlantes, plus significatives que les paroles. Ça, c'est un point très important. Il faut commencer par ça. Je disais à Sibouani tout à l'heure, moi j'ai assisté à, je sais pas, 10, 15 rencontres sur l'avenir de la gauche au Maroc. J'ai jamais vu une rencontre sur la droite et l'avenir de la droite au Maroc. Ça, c'est une première question que vous devez vous poser. Pourquoi? Pourquoi dans ce pays, il n'y a jamais de rencontre sur la droite et l'avenir de la droite au Maroc? Et est-ce qu'il y a une droite? Et si oui, laquelle? Quelles sont les caractéristiques de cette droite? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle d'une appartenance ou d'une identification à un courant ou à une sensibilité politique, on le fait de deux manières. On le fait au regard d'un référentiel qu'on partage plus ou moins, d'accord? Un référentiel de droite, conservateur, c'est le parti de l'ordre, on disait à un certain moment, ou bien, et on le fait en même temps dans le cadre d'un positionnement politique. Je suis de gauche parce que je suis contre la droite, ou je suis de droite parce que je suis contre la gauche. Donc il y a les deux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul. On peut être de droite ou on peut être de gauche, mais on n'est pas tout seul. Quand on rentre dans le combat politique, dans la compétition, dans l'arène politique, on est dans un jeu de combat. Donc on est obligé de se positionner aussi par rapport à l'autre. Donc dans l'identification politique, il y a une dimension, on va dire, absolue, qui est l'attachement du point de vue des convictions par rapport à un référentiel. Et puis il y a une position qui est relative, qui réfère beaucoup plus au positionnement de l'un par rapport à l'autre. Le clivage droite-gauche. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il n'est pas pertinent? Alors, si on devait caractériser la droite au Maroc, je vais commencer parce que je suggère ça pour vous montrer que la gauche, historiquement, a été le contraire de la droite. D'accord? Si on devait caractériser la droite au Maroc, dans toute sa diversité, d'accord? C'est-à-dire des partis politiques, les personnes qui sont de droite, certains ont été technocrates, pas tous, certains n'ont pas été, certains sont de droite, ne le savent pas. Mais même un technocrate au Maroc, contrairement à ce qu'on dit, est un homme politique. Un technocrate n'appartient à aucun parti, mais il défend des options politiques. Quand il est au gouvernement, il est politique. De facto, il est politique. Il n'est pas partisan. Il ne faut pas mélanger les deux.
C'est pas parce qu'on n'est pas partisan qu'on fait pas de politique. Parce que quand on est ministre, on fait de la politique de facto. On prend des décisions qui ont une coloration, qui ont une orientation et qui versent dans une direction. Donc on fait de la politique. Il n'y a pas les politiques et les technos. Non. Il y a les partisans et les non-partisans. Voilà le vrai clivage, déjà. Pour y voir clair. Alors, c'est quoi les traits marquants, les traits dominants? Moi, je vais en retenir trois, il y en a sans doute d'autres. De la droite au Maroc. De ce qu'on a appelé la droite. De cet agrégat de personnes, de partis politiques qu'on a agrégé ou qu'on peut agréger à droite. Le premier, c'est que faire de la politique quand on est à droite au Maroc, je parle du Maroc évidemment, et exclusivement du Maroc, c'est s'être construit, s'être entré en politique dans un rapport frileux à la politique. Toutes les personnes qui sont de droite, historiquement parlant, se sont construits dans un rapport frileux à la politique. Qu'est-ce que j'appelle le rapport frileux à la politique? Toutes les années 60, 70, 80, au Maroc, la politique, c'était mal vu. C'était très mal vu, il ne fallait surtout pas en faire. Il fallait être fou pour faire de la politique. Il n'y avait que les fous, que les idéalistes qui faisaient de la politique. Et les gens de droite protégeaient leurs enfants, leurs familles, en disant non, la politique c'est dangereux, ça amène en prison, c'est pas bien. On a développé une idée chez ces gens en leur disant la politique c'est mal. La politique, alors que dans une démocratie, la politique c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que la politique c'est au service du bien commun. En théorie, évidemment. C'est au service. Donc, ça doit être encouragé. Et nous n'étions pas à l'époque, dans les années 60, 70, 80, dans un contexte politique qui encourageait les gens à faire de la politique en citoyen. En citoyen. Le mot est très très fort d'être un citoyen. Un citoyen, c'est pas rien. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est capable de penser par lui-même et d'exprimer des opinions, y compris politiques, par lui-même, et donc, éventuellement, de s'engager dans l'arène politique. Donc, le premier caractéristique, c'est ça, c'est qu'on avait peur. Vous pouvez prendre des gouvernements successifs, c'est tous des frileux. Ils ont tous développé un rapport de frilosité à la politique, de peur de la politique, parce que, c'est pas une critique que je fais, c'est une réalité. Parce qu'on était dans un régime autoritaire, et que faire de la politique, c'était prendre des risques, y compris pour sa famille. Exprimer une opinion qui sort du mainstream, c'était prendre des risques, il faut le dire. Les jeunes générations ne savent pas forcément ça, mais ça c'est la vérité. Donc ça c'était comme ça. Ça n'est plus aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, on va y revenir, mais ça l'était. Deuxième caractéristique, deuxième trait dominant. Faire de la politique contre la droite, c'est considérer la politique comme une affaire d'opportunité et non pas une affaire de conviction. C'est un fait. C'est pas par définition comme ça, mais les gens qui se sont rangés à droite, politiquement sur les chichis politiques, à 90%, il y a toujours des exceptions évidemment, ce sont des personnes pour qui la politique est une affaire de CV, une ligne sur un CV, ou bien de faire plaisir, ou bien de dire oui parce qu'on ne peut pas dire non, ou bien parce que c'est une opportunité personnelle, individuelle, et non pas un objectif au service d'une ambition nationale, ou de service d'intérêt. C'était ça. D'accord? C'était une affaire individuelle de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que les partis politiques en général sont des partis sans militants. C'est des clubs électoraux qu'on réunit la veille des élections, on mobilise, on achète les gens, on leur demande, on les paye pour qu'ils fassent la campagne. C'était ça. Pendant 30 ans, c'était ça, les partis de droite. Ils se réunissaient même pas. D'ailleurs, ils n'avaient même pas d'instance. Vous avez une instance qui était formelle, mais politiquement, il n'y avait pas de militants, il n'y avait pas de politique. Troisième trait caractéristique des partis de droite, c'est œuvrer, quand on est au pouvoir, quand on est de droite, à dépolitiser les enjeux politiques. On cherche à dépolitiser ce qui a vocation à être politique, y compris quand on est ministre. Ça, c'est un point très important, c'est une caractéristique de ce qu'on appelait la technocratie marocaine. Je reviens dessus. Moi, je ne considère pas que Sidi Balada était un technocrate. C'est pas la technocratie. La technocratie a un sens. On a dévoyé le contenu, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. La technocratie, c'est le pouvoir qui est donné, politique qui est donné aux gens qui sont dans la haute administration. D'accord? C'est la technique
Quand on vient du secteur privé, on ne connaît pas ce que c'est que la haute administration. On n'a pas vocation à savoir ce que c'est que la haute administration. On sait comment fonctionne l'entreprise privée. Or là, on doit gérer les affaires publiques. Ce n'est pas un technocrate. C'est un homme d'affaires ou un entrepreneur ou un professeur qui est venu faire de la politique. Ce n'est pas la même chose. Un technocrate, c'est la technologie. Dans l'histoire, vous êtes des étudiants, dans l'histoire de ce qu'on appelle le gouvernement rationnel, la rationalisation des gouvernements au XIXe siècle, en Europe en particulier, la technostructure, c'était des personnes qui étaient issues de la haute administration, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait une particularité, une seule, que nous n'avons absolument pas chez nous, dans le service public, chez la technocratie, sauf peut-être chez 20-30% des personnes qui ont une culture du service public, une culture de l'intérêt général qu'ils ont appris à travers le service de l'intérêt général qu'ils ont exercé en tant que hauts fonctionnaires de l'État. Ils ont cette culture. Cette culture, elle est très forte. Elle résiste à beaucoup de choses, y compris à tout, y compris aux tentations politiques. Ça a un sens. Chez nous, c'est des personnes qui viennent de partout. Et on a rassemblé ça sous le nom de technocrates, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Quant aux crates des technos, on peut en discuter aussi. Est-ce que véritablement ils ont le pouvoir? Alors, ces trois déterminants, j'en tire une conclusion. La droite au Maroc, c'est historiquement, être de droite au Maroc, c'est être historiquement dans la sous-traitance politique qui ne peut fonctionner, d'accord, autrement que sans convictions qui sont forgées ailleurs. On ne peut être dans la sous-traitance politique que quand on n'a pas eu de convictions qui ont été forgées par un parcours politique. C'est ça la droite. Telle que je la vois, moi, et que je la comprends. J'ajoute une chose qui est intéressante. C'est que on voit bien que les marqueurs politiques de la droite au Maroc n'ont pas grand-chose à voir avec les marqueurs politiques des droites conservatrices d'un côté, libérales de l'autre, que l'on retrouve dans les pays développés. Il est quand même assez paradoxal de voir que nous avons au Maroc vanté les mérites d'un libéralisme économique échevelé pendant, allez, on va dire depuis l'ajustement structurel, peut-être avant même. Bon. Mais que ce libéralisme politique, qui est la quintessence économique, qui est la quintessence de la pensée de droite, historiquement parlant, quand on parle de droite, mais que le libéralisme politique n'a jamais été porté par la droite partisane. Le libéralisme politique au Maroc, il est porté par la gauche. Les plus grands libéraux politiquement au Maroc, et c'est le paradoxe, c'est la gauche. Historiquement, c'est la gauche. Le drame de notre pays, c'est que nous n'avons aucune droite libérale. Nous avons une droite conservatrice et identitaire, d'accord, qui se distingue, qui échappe un peu à ces trois critères, de parti en parti. Deux partis, c'est tout, pas plus. Tous les autres entrent là-dedans. Le PJD et l'Istiqlal. Par contre, tous les autres partis entrent dans les canevas que je vous propose. Le PJD et l'Istiqlal, mais ils ne sont pas du tout libéraux. Ils aiment le libéralisme économique, mais ils ne supportent absolument pas le libéralisme politique. Et le libéralisme politique au Maroc a été défendu par la gauche depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de Moulin Safar, c'est quoi? Moulin Safar, c'est du libéralisme politique. Et c'est la gauche qui le défend. Donc c'est quand même un paradoxe intéressant à relever quand on cherche à se retrouver et à s'identifier. Bon, je sais pas où c'est que j'en suis. Je suis vers la gauche. 14 minutes. C'est 14. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'est-ce qui s'est passé historiquement sur, je vais dire, depuis l'alternance jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas aller trop loin. Nabila en a parlé très bien, je viens d'ajouter. Depuis l'alternance aujourd'hui, comment moi je le vois? Je le vois comme une entreprise de dépossession du capital que la gauche avait, pour le meilleur et pour le pire. Je m'explique. L'alternance a produit une dépossession
de la gauche pour le meilleur et pour le pire. Et à l'issue de cette épreuve, cette entreprise de dépossession a fait que la gauche s'est transformée par l'épreuve. Une partie de la gauche qui a participé au gouvernement. Donc Nabil et l'USF en particulier. L'alternance a transformé de l'intérieur les partis politiques, à défaut d'avoir transformé le pays comme il fallait. Pour le meilleur. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. L'alternance a marqué une rupture très importante, qui n'a rien de parfait, elle est très loin d'être parfaite, mais elle a marqué une avancée significative sur le plan de deux identifiants majeurs de la gauche. Je parlais des identifiants de la droite de la gauche. Un, la question des libertés. Toute l'histoire de la gauche depuis les années 60, c'était le combat pour les droits et les libertés publiques et privées au Maroc. Il est incontestable que l'alternance a marqué un tournant sur ce registre-là. Ça, c'est. Quand je dis pour le meilleur, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on voit les sujets qui font l'objet du débat public au Maroc, on parle de démocratie, mais tout le monde en parle. Quand hier, n'en parlait que la gauche. On parle des inégalités, tout le monde en parle aujourd'hui. Alors qu'hier, c'était que la gauche qui parlait des inégalités. La droite, elle disait c'est impossible, ça coûte trop cher, c'est des trucs de gauche, c'est de la planification. C'est comme ça qu'on répondait. Tout 80% de l'agenda politique des 20 dernières années, il est redevable au combat de la gauche pendant 30 ans. En termes d'agenda, c'est-à-dire le contenu. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de protection sociale. Dans les années 80, quand la gauche parlait de protection sociale, on lui rigolait. C'est quoi il parle de cela? Aujourd'hui, c'est devenu un sujet majeur. La lutte contre les inégalités, c'est un vrai sujet que tout le monde reconnaît, y compris les gens de droite. Donc, la gauche a posé l'agenda. C'est le meilleur. Donc, elle a contribué au débat public dans son pays de façon positive. Même chose pour les droits de l'homme, évidemment. Je ne parle pas d'expérience d'IER, ça va de soi. C'est la gauche qui a porté les droits de l'homme dans ce pays. Okay, bon. Tout le monde est content maintenant, mais à l'époque, c'était elle qui payait le prix. Bon, ça, c'est très important. Il ne faut jamais l'oublier. On est content d'avoir des droits, de pouvoir parler aujourd'hui avec un micro, de politique aujourd'hui, mais dans les années 80, une réunion comme ça, elle ne pouvait pas se tenir. Hein. Je veux dire la vérité, même dans les années 70. Elle se tenait avec difficulté, le doyen était menacé, on lui disait attention, qu'est-ce que tu vas amener, pourquoi? Ah ben oui, ça les jeunes ne savent pas, les jeunes pensent que c'est évident. Rien n'est évident. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'était pas acquis. Maintenant, ça l'est. Donc, il y a un progrès manifeste sur le sujet. Le problème, c'est que, avec cet agenda, une fois que la mise en œuvre de cet agenda, elle a perdu toutes ses plumes. Pourquoi elle a perdu ses plumes? Non pas qu'elle n'ait pas arrivé à mettre en place la protection sociale qu'elle avait inscrite dans son programme, non, parce qu'elle n'est plus arrivée à incarner les valeurs qu'elle porte. Elle a croulé sous le poids de ses propres valeurs. Elle a été victime finalement du succès de l'agenda qui l'a transcendée, la déplace, l'a engloutie. Et elle en est là aujourd'hui. Elle en est là aujourd'hui au point où cet engloutissement l'a amené à perdre de vue une partie de ses fondamentaux. Aujourd'hui, les fondamentaux de la gauche font discussion, sont l'objet de discussion, alors qu'ils ne l'ont jamais été. Je commence par la question des libertés. On est très content de ce qui s'est passé pour le match de foot, pour la ferveur populaire qui a porté. Mais on aimerait que cette ferveur populaire qui a porté, qui est rentré dans tous les foyers marocains, il rentre aussi dans les foyers de ceux qui aujourd'hui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont des idées, et ça, c'est pas normal. On ne peut pas être de gauche et s'accommoder d'une situation comme celle-ci. C'est pour ça que moi, je vous invite, vous de gauche, à retrouver vous tous les deux, à vous mettre d'accord, et je vous fais une proposition ici, maintenant, tout de suite. Si les partis de gauche prennent l'initiative de rédiger une lettre à Sa Majesté en demandant que pour que la joie qui remplit le peuple marocain puisse toucher tous les foyers, qu'on tourne la page et qu'on passe par une amnistie, et que vous alliez demander à tous les partis politiques, de droite comme de gauche, de signer cette page pour tourner. Moi, je suis certain qu'on peut avancer là-dessus. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire, et c'est triste quand même. On aimerait que la joie concerne tout le monde, d'accord, toutes les personnes qui sont aujourd'hui en prison
pour des délits d'opinion, c'est clair. Même si le CNDH ne veut pas reconnaître, c'est évident. Alors, on ne va pas chipoter là-dessus, on va pas discuter 3 heures dessus. Mais c'est une évidence. Et moi, je pense que ça serait très bien que tous les partis, y compris de droite, tous les partis politiques se disent, eh bien aujourd'hui, on tourne une page. On tourne une page, on a su tourner des pages dans notre histoire, on a su avancer, il faut qu'on puisse tourner cette page-là, et on le fait ensemble, et on demande pour que demain il puisse y avoir une amnistie qui soit une grâce. Qui a guidé ma conduite et qui résume tout. Je préfère perdre sur mes idées que gagner avec celles des autres. Je préfère perdre sur mes idées que gagner avec celles des autres. De cette maxime vous découle une attitude politique, une posture et des convictions et une éthique de l'action publique. La gauche gouvernementale, a failli à cette maxime. Parce qu'elle a cherché, au détriment de ses idéaux et de ses idées, à être absolument dans le gouvernement. À mon avis. Premier point. Deuxième point, la gauche ne va pas s'unir demain. Elle ne va pas fusionner. Tout ça, c'est du vent. Ça ne se fera pas parce qu'il y a des cultures anciennes, longues. Par contre, elle doit trouver ce qu'on peut appeler des identifiants fédérateurs. Il n'y en a pas 1000, il y en a 3, 4, 5, sur lesquels, sur la base d'une charte, des identifiants qui sont liés à l'identité de chacun. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir s'y retrouver, parce que ces identifiants fédérateurs sont supposés fédérer les différentes composantes de la gauche, malgré sa diversité. Sur ces 4, 5 identifiants fédérateurs très forts, premier point, ils vont transmettre à l'opinion publique et aux jeunes, voilà le socle minimal de ce que c'est que la gauche. Indépendamment de son organisation dans les politiques. Voilà. C'est d'abord des idées, une façon de voir la vie et des positionnements sur un certain nombre de sujets. S'ils veulent, ils peuvent s'asseoir. Et c'est pas difficile à faire. Leur histoire parle à leur place. Il suffit d'actualiser ce qui a fait leur identité par rapport aux choses d'aujourd'hui et se mettre d'accord que sur ces identifiants, il n'y a pas l'ombre d'une feuille de cigarette qui devrait nous séparer. C'est clair. Les libertés. 1. Sur tout ce qui touche aux libertés, je ne parle pas de positionnement de programme. Non. Je parle d'abord de position politique. Sur la question des libertés, rien ne devrait nous séparer, il faut qu'on se mette d'accord. 2. Les inégalités sociales, comment on les construit? Comment on lutte contre les inégalités sociales? Comment on met en place un État social? On ne dit pas on va faire un État social. Quelles sont les mesures de redistribution intercatégorielles, interterritoriales, qui vont dans le sens de l'égalité sociale et la lutte contre les inégalités et sur lesquelles je veux me battre? 3. Les inégalités entre genres. Mais qu'est-ce qui me différencie, moi, de Amina Mounib ou de Brahim Rachidi ou de ceux sur la question des égalités entre les droits de la femme et l'homme? Rien. Pourtant, chacun travaille séparément. Non. Il faut que le jeune qui a 18 ans, il puisse comprendre très vite que ces 3, 4 idées majeures, c'est la gauche qui les incarne au Maroc. Ensuite, dans la compétition électorale, la gauche, ça peut être le PPS, ça peut être le PSU, ça peut être les FP, ça peut être... C'est un deuxième problème. Mais déjà, on a fixé des identifiants et on crée un clivage positif. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans clivage. L'unanimité, c'est le totalitarisme. Une démocratie vit, sa vitalité, elle la tire de sa capacité à créer des clivages, mais des clivages féconds, pas des clivages stériles, des clivages qu'il faut avancer la société. Donc on a besoin de lignes de clivage qui soient fécondes, qui créent un vrai débat démocratique, pour que les gens puissent se retrouver et redonner du sens, tout simplement, au vote. Le vote n'a aucun sens aujourd'hui.
Comment inciter un jeune à aller voter pour quelqu'un qui lui dit « moi je suis de gauche », le lendemain il se retrouve dans un gouvernement qui est de droite. Il va te dire « moi j'ai voté pour lui parce que je croyais en la gauche », mais surtout il me dit que maintenant il est dans une majorité avec 6 ou 7 partis, que lui il a que 2 portefeuilles ministériels et qu'il ne peut pas faire ce qu'il m'a promis. Mais pourquoi je vais voter moi? Ça sert à rien. Donc j'incite pas les jeunes à se mobiliser, à devenir des citoyens actifs. Le système il est comme ça, donc il faut se battre pour ça. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.